Alors, bonjour. Si vous voulez bien, on va commencer. On estime avoir beaucoup de choses à vous dire, alors autant commencer maintenant si on veut pouvoir tout dire. Ça, c'est un peu ambitieux, mais entamer un peu de ce qu'on voulait, réfléchir avec vous, en fait. On va faire une réflexion sur les dystopies, comme vous pouvez voir. Donc, notre titre comporte déjà un programme en soi, un programme un peu ambitieux, justement. Il est censé avoir des chaises qui vont arriver, là, dans le fond, ou la table. Alors, hein? C'est une prophétie. C'est une prophétie. Quand le récit d'anticipation, pour vous donner une autre façon de nommer ce qu'on appellera, nous, des dystopies, donc quand le récit d'anticipation devient prophétique, là, je vais justement essayer c'est ce que je vais essayer de faire pour commencer. Mon nom est Frédéric Julien, je serai animateur donc de cette table ronde sur les dystopies. J'ai à côté de moi des panélistes de prestige, Vicky Pelletier et Jacques Rollin, qui sont des littéraires. Tous les deux, Vicky à l'emploi ici du collège et Jacques qui l'était. Maintenant à la retraite, donc concierge maintenant, mais qui, donc, de sa retraite, peut donc prendre du recul par rapport à bien des choses. Et j'ai mes deux politologues de service, donc tout aussi prestigieux, donc Jonathan Veillette à ma gauche et Jean-Pascal Larin à ma droite. Alors, je vais commencer donc comme animateur par vous mettre un peu la table pour définir un peu ce que c'est que la dystopie ou les dystopies ou la terminologie en tant que telle, qu'on se familiarise un peu avec ça pour commencer, pour se mettre en train un peu. Et ensuite, la façon qu'on va faire, c'est que ensuite je donnerai la parole en ordre alphabétique pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc, que chacun des quatre panélistes puisse donner leur propre interprétation, leur propre façon d'envisager la dystopie, leur façon de l'utiliser, de l'avoir utilisée dans certains cas. Donc, je leur donnerai un tour de parole de 5, 6, 7 minutes chacun. Et par la suite, on entamera en tant que tel la table ronde, c'est-à-dire une discussion le plus ouverte possible autour de quelques questions, autour de quelques thèmes qui auront émergé de tout ça. Ça vous va? Donc, commençons donc d'abord, commençons par voir un petit peu que quand on pense... En fait, ce qui nous a un petit peu... alors, vous vous rappelez évidemment que le thème du Printemps de la culture, c'est la liberté de parole. Tout de suite, on a pensé au fait que depuis l'élection de Donald Trump, il ne s'est jamais vendu autant d'exemplaires de ce roman qu'on appellerait, pour nous en tout cas, une œuvre canonique, un peu l'œuvre de référence, donc 1984. Il ne s'est jamais vendu autant donc, de cette fiction. Cette fiction, donc, qui date de 1948. On parle de 175 000 réimpressions. Ça, c'est il y a déjà 2 ans. Donc, on peut imaginer qu'il y en a peut-être eu 250 000, 300 000 de plus, juste sur le territoire américain. Donc, alors, c'est donc dire, j'imagine, en tout cas, on peut en déduire que la fiction a encore des choses à dire sur le présent. La fiction a peut-être justement des réponses. Les dystopies, donc, ont peut-être encore des choses à nous dire, et notamment, donc, sur la liberté d'expression. Je voulais aussi vous dire que 1984, pourquoi c'est l'œuvre canonique? Bien, on en a 3 exemples ici. Un peut-être moins connu, donc 1985, donc de Anthony Burgess, que vous connaissez peut-être par Orange Mécanique, qui imagine un monde dominé par les syndicats. Intéressant. Qui date, je n'ai pas tellement la date, mais les années 50, il me semble, 60. 1983, que vous connaissez peut-être par Netflix, qui est une série polonaise, qui se passe en 2003, mais qui se réfère toujours à 1983, qui est une année charnière dans l'histoire de la Pologne, où des attentats font en sorte que la Pologne ne deviendra pas une démocratie libérale. Donc, non seulement continue, mais empire dans ses tendances policières et totalitaires. On y reviendra parce que 1983, c'est peut-être plus une uchronie, mais je ne veux pas vous mélanger dans les termes tout de suite. Mais en tout cas, la référence est très claire, 1983 dans ce cas-ci. Et finalement, tout aussi récemment, une œuvre donc d'un écrivain algérien, Boualem Sansal, qui s'appelle 2083, et donc qui imagine un totalitarisme islamique, qui est même international, et dans lequel il y a clairement des références à 1984, pardon.
Alors, d'abord, définissons un petit peu les termes. Donc, le terme utopie, qui viendrait donc d'une œuvre de 1516 de Thomas More, un évêque qui était donc anglais, l'évêque d'Henri VIII, et qui, horrifié par ce qu'il voit dans la société anglaise, décide donc d'écrire une sorte de conte philosophique ou une sorte de description d'un monde donc, dont il va donner auquel il va donner un nom, le nom Utopia. Et il y a un jeu de mots en anglais parce qu'on est à la fois dans le ou qui vient du u privatif en grec qui veut dire la négation de. Donc, ça serait un nom. Et topos qui veut dire lieu. Donc, c'est un non-lieu, un lieu qui n'existe pas. Mais en même temps, on a un jeu de mots avec bien, le e grec qui veut dire bien. Donc, un lieu idéal, donc qui n'existe pas. Dans les deux cas, ça fonctionne parfaitement bien. Je vous ai mis, même si mes deux collègues le cachent, c'est pas grave, mais vous aurez compris, j'ai mis une petite image donc d'Avatar. On peut imaginer, pour vous donner une petite idée là, de ce que c'est qu'une utopie, un monde idéal, une sorte de paradis qu'on aurait imaginé. Bien, vous l'avez dans le film Avatar avec la planète Pandora, qui est une sorte de monde idéal, qui en plus se double d'une sorte de paradis des bons sauvages, hein, donc des autochtones qui vivent en harmonie avec la nature. Donc, c'est tout à fait de notre époque. Il y a là une belle intuition et une nouvelle utopie, comme on en trouve rarement, puisque on va passer au 20e siècle, plus précisément, et on essaiera de voir pourquoi avec mes collègues. On va passer à ce qu'on appelle la contre-utopie ou l'anti-utopie ou la dystopie. On ne fera pas de débat aujourd'hui de ce que c'est quel est le bon terme. On pourrait en faire un, mais on n'est pas des spécialistes et ce n'est pas notre but, mais qui vient là aussi d'un terme grec, toujours le mot topos pour lieu, donc dans le sens de comme dystrophie ou comme dyslexie, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est déformé, donc un lieu qui est mauvais, donc c'est finalement une utopie qui a mal tourné. J'en ai 5 aussi plus ou moins canoniques, évidemment 1984 dont je parlais tantôt. Nous autres, qui est une des principales plus célèbres, on va dire ça comme ça, qui date de 1920, qui est de Zamiatine, qui lui-même vivait sous un régime léniniste. Et donc, il avait déjà compris des choses dès 1920 sur ce qui s'en venait, déjà avec Lénine, et non pas Staline, qui n'existait pas encore, en tout cas pas comme dictateur. On a Fahrenheit 451, dont on va parler aussi, bien sûr, qui date de 1953, et La Servante écarlate, qu'on peut voir aussi sur Netflix, pas sur Netflix, mais en tout cas à la télévision, mais qui était un roman, donc de 1985. Donc, alors, parce que je voulais bien faire mon travail d'animateur, j'ai fait mes petites recherches. Je suis tombé sur un film que vous connaissez peut-être, qui est un film assez mineur, pas très bon en réalité, mais qui pour le sujet, est fort intéressant, qui s'appelle The Circle, avec Tom Hanks et Emma Watson, Hermione. Et donc, donc ça vient d'un roman qui est probablement plus intéressant encore, qui imagine donc un monde qui est très proche du nôtre. Alors, quand on est dans la dystopie, on peut être dans un futur lointain. Ce serait une des caractéristiques que j'aurais pu rajouter. Donc, la dystopie, souvent, est futuriste dans la mesure où on imagine un futur, daté ou non. Ici, on est dans notre monde. On est probablement dans le monde de Google, sans le nommer. The Circle, c'est une entreprise avec un bâtiment rond. Donc, on sait ce qu'on peut trouver à Silicon Valley. Et mais le symbole du cercle est vraiment important. On a donc une sorte de gourou qui est joué par Tom Hanks et qui finit par inventer donc une caméra qui est grosse comme un œil de vitre, si vous voulez, qui coûte presque rien à produire, à vendre. Et on imagine, en tout cas, il fait une sorte de speech là-dessus pour essayer de vendre cette idée que si tout le monde peut avoir cette petite caméra, peut les cacher n'importe où, peut les dissimuler comme ça, à l'insu de tout le monde, on pourrait avoir un monde transparent, un monde dans lequel il n'y aurait plus de criminalité, un monde dans lequel il n'y aurait plus de terrorisme, un monde dans lequel il n'y aurait plus de dictature, puisque tout ça ferait au vu et au su de tout le monde. Donc, on se retrouve avec... ah non, excusez, j'avais autre chose dont je voulais vous parler. J'ai passé trop vite. On va commencer par la Bible. C'est toujours bon de commencer par les grandes œuvres. On pourrait dire que la première utopie, ce serait la Tour de Babel. Donc, la Tour de Babel, si on la relit, je ne la lirai pas au complet, évidemment, mais on pourrait imaginer facilement une sorte d'utopie. Ce serait peut-être la première utopie, puisque, à part le Jardin d'Éden, ici, on a des êtres humains qui décident de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Hein? Et ils veulent faire en sorte qu'un nom
Hein, faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la Terre. C'est parfaitement utopique. On veut donc créer un monde dans lequel tout le monde parlerait la même langue, serait dans l'unité. On se dit, mon Dieu, c'est merveilleux. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que on bascule dans la dystopie. En tout cas, c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ce cas-ci, c'est qu'il décide donc de rétablir les langues, de rétablir la division. On se demande pourquoi, mais on se dit, tiens, à la lumière des dystopies, on se dit, peut-être qu'il avait pressenti qu'il y a quelque chose là qui pourrait devenir totalitaire, c'est-à-dire l'uniformisation des êtres humains par le fait que tout d'un coup, il n'y a plus de différence, on est tous uniformes, on parle tous la même langue, on pense tous la même chose. Alors, je reviens à mon cercle en question, on est un petit peu dans la même idée. Donc, le circle en question. Donc, dans le roman, on a cette phrase fabuleuse. Le cercle est la forme la plus solide de l'univers. Rien ne peut le défaire. Rien ne peut l'égaler. Rien ne peut être plus parfait. On est dans la perfection. Et là, tout d'un coup, on est dans l'utopie. L'utopie, c'est l'idée d'arriver dans quelque chose de parfait, de parfaitement ordonné. Et c'est ce que nous voulons, être parfait. Tout ce qui nous échappe, tout ce qui est inaccessible, nous empêche de l'être. Et là, on a notre gourou donc en question qui sort un slogan qui est merveilleux en soi, « Knowing is good ». Il n'y a pas un professeur dans la salle, ni un étudiant, j'espère, qui avouerait que c'est pas bien. Hein. On est dans knowing. Là où on tombe dans la dystopie, c'est « Knowing everything is better ». Et là, on sent qu'on tombe dans la dystopie. Et je ne vous cacherai pas, je ne veux pas divulgacher donc, le film, mais à la fin, on revient à une certaine forme de dystopie, c'est-à-dire que la transparence, oui, peut être intéressante, mais comment la créer, c'est une autre histoire. Juste un dernier petit mot concernant l'Uchronie. Donc, l'Uchronie, encore une fois, on fait du grec de base, là, de Reader's Digest. Donc, chronos, c'est le temps maintenant, on n'est pas dans le topos. Et on pourrait donc dans un temps qui n'existe pas, ou en dehors du temps. Les dystopies sont toujours un peu uchroniques. L'Uchronie en tant que telle est un terme un petit peu plus spécifique dans la mesure où on se demande toujours la même question, c'est qu'est-ce qui se passerait si? Et dans ce cas-ci, c'est qu'est-ce qui se passerait si, je ne sais pas moi, dans le cas de Fatherland, si les nazis avaient gagné la guerre? Intéressant quand même à se poser comme question. On tombe dans une sorte de dystopie, bien sûr. Ou bien, qu'est-ce qui se passerait avec Philip Roth si Charles Lindbergh avait gagné les élections contre Roosevelt? On sait que Charles Lindbergh était un sympathisant nazi. Ou bien, avec Eric Emmanuel Schmitt, qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qui se serait passé si Hitler avait été accepté à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne? C'est une question qui est fort intéressante. Donc, quelques exemples très vite, parce que je vais vraiment passer la parole à mes confrères et consoeurs. Des exemples pour vous mettre un peu littéraire, en tout cas, pour vous mettre un peu dans le bain. On reviendra peut-être sur l'an 330 de la République qui avait imaginé en 1895, et là, on est vraiment prophétique. Bien, prophétique. En tout cas, on voit déjà une part qui pourtant n'était pas là à l'époque, c'est que Paris a été envahi par les musulmans, donc la France au complet est devenue musulmane. Ça peut être intéressant à réfléchir avec nos yeux d'aujourd'hui. Calocaïne, qui va être le livre qu'on va tirer à la fin, qui est un monde dans lequel on a un sérum de vérité, donc là, la transparence parfaite là aussi, et toutes sortes de choses que vous connaissez, la planète des singes, qui pourrait être vue comme une uchronie, le bonheur insoutenable, le passeur, Globalia, The Power, un monde où les femmes ont une force que les hommes n'ont plus, une force physique qui leur vient d'une sorte de contamination. C'est intéressant aussi à imaginer. Des exemples cinématographiques que vous connaissez, ne serait-ce que Gattaca ou The Matrix. The Matrix, ça pourrait être classé parmi le cyberpunk. Bon, encore là, on ne fera pas des sous-catégories ou trop de chichi avec la terminologie. Donc, toutes sortes de choses, y compris, bien sûr, Black Mirror. Donc, encore une fois, revenons donc à nos moutons. On va essayer de voir dans quelle mesure, dans ces hypothèses que les écrivains ont faites, qu'est-ce que la liberté de parole devient dans tout ça. Alors, je vous laisse avec une parole donc d'Adrien Ammar, un philosophe qui dit que les dystopies ne sont pas des divertissements, en tout cas d'abord des divertissements, mais sont des avertissements. Voilà. Alors, je laisse, dans l'ordre alphabétique dont j'ai parlé tantôt, je laisse mon confrère, donc Jean-Pascal, commencer son tour de table. Je vous l'ai dit, donc, on commencera par... J'en passe pas besoin de ça. Ben, veux-tu que je le fasse, les épaules? OK. Je vais essayer d'être sharp avec ça. Merci. Alors, bonjour. Merci de votre présence. Moi, évidemment, je vais prendre un angle politique pour analyser l'utopie et la dystopie. Je vais penser les deux, le lien entre les deux, entre l'utopie et la dystopie, puisque la dystopie, c'est une contre-utopie.
Et j'aimerais dire d'entrée de jeu que l'utopie, c'est, puisqu'on est dans le thème du printemps de la culture, là, de la liberté de parole, l'utopie a souvent été une stratégie pour échapper à la censure politique, à la répression aussi du pouvoir, parce que l'utopie, ça permet de critiquer le pouvoir en place, le régime en place. Et la première utopie qu'on connaît, celle de Thomas More, le mot, son livre même s'appelle Utopia. Thomas More, c'est la Renaissance. Et la Renaissance, c'est la redécouverte, si on peut dire, de l'Antiquité. Et Thomas More fait un clin d'œil, bien sûr, à Platon. Et on peut dire que la première utopie, c'est celle de Platon dans la République, où Platon pense à une cité idéale. Alors, je vais vous en parler tout à l'heure. Ce rapport entre la cité idéale et la démocratie. On dit souvent que la philosophie est née avec la démocratie. On oublie peut-être de souligner qu'elle est née aussi contre la démocratie. J'aimerais juste faire une petite précision pour dire que l'utopie, tout comme la dystopie, ça fait partie de l'imaginaire politique d'une société. Le mythe, les aspirations, l'idéal, on parle de perfection. Alors, et j'aimerais dire aussi que le mythe, c'est pas quelque chose qu'on doit nécessairement opposer à la raison, quelque chose de nébuleux, d'irrationnel. Tout ça, le mythe a une force créatrice. Le mythe, c'est ce qui est capable d'instaurer une nouvelle aussi société, de transformer une société. Et en ce sens-là, je situe l'utopie, la dystopie dans l'univers du mythe, de l'imagination politique, de l'imaginaire. Et un imaginaire capable de remettre en question non seulement les institutions d'une époque, mais aussi l'idéologie dominante. Et moi, je distingue utopie et idéologie, je les oppose en un certain sens. Alors, donc, je propose de partir du début avec Platon, avec sa cité idéale. C'est la première réflexion utopique dans un cadre qui était le sien, qui était le cadre de la démocratie athénienne. Alors, il faut savoir que Platon avait des mots très durs par rapport à la démocratie de son époque, démocratie directe. Il venait lui-même d'un milieu plutôt, on pourrait dire, aristocratique. Il cherchait à réfléchir une façon tout en remettant à la démocratie directe, de réfléchir à une façon de refonder la cité sur de nouvelles bases. Et ce que Platon critiquait à son époque, c'était, si vous voulez, la démesure, le relativisme, la démagogie, aujourd'hui on dirait le populisme de son époque, qui avait condamné à mort son maître, Socrate. On disait, qu'est-ce que cette démocratie qui condamne à mort le citoyen le plus sage, le plus intelligent de son époque. Alors donc, il avait une vision, une conception très négative de la démocratie. Alors, Platon, j'en parlerai plus tard, là, mais Platon va partir d'un mythe qu'il va élaborer, le mythe de l'allégorie de la caverne, pour justifier toute la construction d'une cité idéale, d'une utopie. Et dans cette réflexion politique, moi, j'y vois le passage d'une utopie à la dystopie. Quelque chose, beaucoup de philosophes, d'analystes ont vu dans cette réflexion-là les fondements du totalitarisme au 20e siècle. Et donc, l'œuvre de Platon, il faut savoir que ça a influencé toute la culture occidentale, la pensée politique. Alors, donc, ça vaut la peine, je pense, d'y réfléchir, de penser à cette réflexion politique-là de Platon. Et donc, pour faire court, là, pour terminer un peu mon introduction, je vous dirais que ce qui m'intéresse dans l'utopie et la dystopie, c'est le passage d'un idéal, c'est au fond le projet idéal d'une cité, une cité idéale, d'inspiration démocratique, à ce basculement vers l'enfer totalitaire. Comment se fait-il qu'on puisse partir d'un idéal démocratique pour basculer finalement dans le totalitarisme? Et pour moi, le totalitarisme et la démocratie, ce ne sont pas des oppositions, c'est-à-dire le totalitarisme part de l'idéal démocratique, mais c'est une perversion de la démocratie. Et ça va être mon propos, ma thèse. Voilà, c'est ça que je vais vous expliquer plus tard. OK, merci. Vicky, si tu veux continuer. Oui. Est-ce que tu avances oui, les fiches? Donc, Tu peux quand même afficher l'autre, la précédente? Oui, d'accord.
Bonjour, mon nom est Vicky Pelletier. Je suis professeure au département de littérature et de français ici au Cégep Édouard-Montpetit. Je remercie d'abord d'entrée de jeu les organisateurs du Printemps de la culture. Je remercie surtout le public qui est venu nombreux à cette invitation de parler de dystopie. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette de vous avoir aussi nombreux avec nous aujourd'hui. Alors, parler de dystopie pour une amatrice de littérature comme moi, c'est vraiment génial parce que l'utopie, la dystopie sont à la limite quasiment des synonymes des possibilités de la littérature. Hein. Qu'est-ce que la littérature peut faire? Bien, qu'est-ce qu'elle fait de mieux? C'est d'imaginer le monde autre, un monde autre, et imaginer le monde autrement. Bien, ce que nous proposent les utopies et les dystopies, c'est en général ça, hein? Imaginer le monde, un monde autre et imaginer le monde autrement. Donc, je ne peux que me retrouver dans tous ces imaginaires dystopiques que j'adore vraiment, justement parce que ils ont tous pour objectif de nous aider à comprendre le monde que nous habitons. Bon, comme tous les textes littéraires ou toutes les œuvres de réflexion, me direz-vous, mais il me semble que l'objectif premier de la dystopie, c'est bien celui-là, donc de nous aider à comprendre le monde que nous habitons. De nous aider comment à le comprendre, ce monde-là? Bien, en nous mettant en garde. Donc, en nous mettant en garde contre les travers, les perversions, pour utiliser le mot utilisé par Jean-Pascal, et nous apprendre aussi à mettre ce monde-là à distance. Donc, de ne pas le prendre pour acquis et de réfléchir à ce monde-là. Donc, il me semble que les propositions utopiques et surtout dystopiques, pour le coup, parce que c'est celles-ci qui nous préoccupent aujourd'hui, sont pertinentes dans cette perspective-là. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je me propose de faire avec vous, c'est peut-être moins vous parler des écrivains dystopiques qui sont les plus connus. Frédéric les a déjà nommés, hein, George Orwell avec 1984, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, Fahrenheit 451, dont il sera aussi question tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous parler d'un des grands dystopiens du 20e siècle, mais qui est peut-être un petit peu méconnu, qui s'appelle J.G. Ballard. Donc, J.G. Ballard, c'est un auteur anglais, donc, qui est né en 1930 et qui est mort en 2009. Donc, ça vous donne une idée. Là, il a parcouru la deuxième moitié du 20e siècle et c'est ce qui m'intéresse. Donc, aujourd'hui, de vous faire découvrir peut-être un autre dystopien moins connu, qui est J.G. Ballard. Alors, je ne lis pas cette citation-là. Frédéric, si tu peux changer Et là, je vais avoir besoin de ton aide éventuellement pour lire la citation. Ce ne sera pas très long, je vais juste l'introduire. Alors, J.G. Ballard, moins connu comme dystopien, pourtant, si vous ouvrez le dictionnaire, bon, nécessairement anglais, hein, parce que je ne pense pas que vous allez trouver le mot ballardien dans un dictionnaire français, justement parce qu'il n'est pas assez connu, mais en anglais, si vous allez trouver le mot, puisqu'il est assez renommé pour ça. Donc, à partir du nom de Ballard, comme on l'a fait avec Orwell, par exemple, on a formé un adjectif, l'adjectif ballardien. Donc, et le dictionnaire définit l'adjectif ballardien de la manière suivante. Donc, je laisse Frédéric lire parce que mon anglais oral laisse plutôt à désirer. Le mien est à peine meilleur, mais on va essayer. Of James Graham Ballard, born 1930, the British novelist, of his work resembling or suggestive of the conditions described in Ballard's novels and stories, ESP. What is ESP? Dystopian modernity, bleak, man-made landscapes and the psychological effects, il manque un C, of the technological, social, or environmental developments. Donc, voilà la définition qu'on propose dans le dictionnaire de l'adjectif formé à partir du nom de J.G. Ballard. Moi, ce qui va m'intéresser dans cette définition-là, donc déjà dans la définition, vous pouvez voir l'importance de la dystopie pour comprendre Ballard, puisqu'on qualifie son œuvre comme s'intéressant à la modernité dystopique. Alors moi, c'est cette idée-là que j'aimerais travailler avec vous très rapidement. C'est donc cette idée de modernité dystopique. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de l'œuvre de J.G. Ballard? Bien, quand on parle de la modernité dystopique, on pourrait s'arrêter au volet politique. Moi, je suis en littérature et je vais laisser mes collègues peut-être parler plus du volet politique de la modernité. Mais particulièrement, moi, ce qui m'intéresse dans la modernité, c'est la modernité architecturale et urbanistique. Donc, au début du 20e siècle,
Donc, là où une certaine, disons, deuxième volet de la modernité s'est mis en place, il y a plusieurs urbanistes et architectes qui se sont intéressés à construire des cités idéales, donc à partir des préceptes, des connaissances de l'architecture et de l'urbanisme. Un de ces architectes urbanistes-là s'appelle Ebenezer Howard. Ebenezer Howard, c'est un urbaniste donc, du début du 20e siècle. Il a écrit le livre dont on a la page couverture à droite à la fin du 19e siècle. Donc, où il s'intéresse en fait à construire une ville qui respecterait en fait, une ville qui serait beaucoup moins polluée que les villes l'étaient au 19e siècle, hein, où on a construit un peu pêle-mêle les usines à côté des habitations, les dépotoirs et tout, qui étaient un peu mélangés. Donc, lui, il a essayé de penser un urbanisme qui ferait cohabiter, donc de manière idéale, d'où le fait que j'y vois une certaine utopie, donc faire des villes modernes, des villes idéales qu'il appelait des cités-jardins. Donc déjà, avec le mot cité-jardin, vous voyez peut-être le côté positif de la chose, qui n'est pas sans rappeler justement même tantôt la Bible dont tu parlais. Donc l'idée, c'était de créer en fait des zones dans les villes où on aurait une zone, un peu comme on fait maintenant dans nos villes, une zone résidentielle, une zone industrielle, une zone commerciale. C'est l'idée là, qui est représentée dans le plan à gauche avec les cercles. C'était l'idée de penser un espace avec disposer un peu ces zones-là d'habitation et de travail dans la ville de manière optimale, donc de manière que je dirais utopique, hein, parce qu'on peut voir ce que ça peut donner. Donc, l'idéal utopique est bien représenté sur la page couverture. Là, il ne change pas tout de suite. Donc, avec le yesterday, où vous voyez la ville polluée du 19e siècle, le today, donc qui est en train de développer, bon, les usines sont encore très proches des lieux commerciaux, et vous avez le tomorrow. Donc, qu'est-ce que ça pourrait pouvoir avoir l'air, la ville de demain? Donc, tomorrow. Donc, vous avez dans cette ligne du temps-là, pour moi, une projection qui est tout à fait, qui s'inscrit dans la logique de l'utopie, c'est-à-dire imaginer un demain meilleur qu'hier, qu'aujourd'hui. C'est un peu ce que propose Ebenezer Howard avec son concept de cité-jardin. Donc, un autre urbaniste important du début du 20e siècle, c'est Le Corbusier. Donc, Le Corbusier, qui est un architecte suisse. C'est un pseudonyme, Le Corbusier. Là, je ne me souviens jamais c'est quoi son nom complet. Le Corbusier, donc, qui s'est intéressé beaucoup à l'architecture, mais surtout à l'urbanisme, donc des villes. Et il s'est intéressé surtout aussi à construire donc un lieu d'habitation idéal pour l'être humain. Et pour ça, bien, il a inventé une mesure qu'il appelle le modular. Donc, le modular, c'est l'idée, en fait, d'arriver à une espèce de mesure typique, une mesure qui ferait en sorte que l'être humain serait parfaitement bien dans son univers. Donc, il a trouvé cette mesure-là, là, qui serait la mesure idéale, qui serait en fait l'être humain avec, au-dessus de sa tête avec sa main levée. Donc, tout devrait être pensé, selon Le Corbusier, en architecture, selon cette mesure-là. Donc, cette mesure humaine, on ne peut plus humaine, qu'il a appelée le modular et qui est, à mon sens, aussi une visée, une vision utopique, hein, de l'habitation. Si on change encore de fiche, donc Le Corbusier toujours a construit, donc a mis en place son modular dans des immenses immeubles d'habitation, donc des tours, des bars, dont l'esthétique pourrait effrayer certaines personnes. Celle-là, elle est magnifique. Si jamais vous passez par Marseille, je vous invite à aller la visiter. Mais n'empêche, donc, c'était l'idée de remplacer les vieux taudis du début du 20e siècle, les habitations polluées, où il n'y en avait pas l'eau courante, on n'avait pas la toilette, donc par des habitations modernes. Donc, c'est le mot que je travaille, qu'il faut garder derrière la tête. Donc, des habitations modernes qui permettraient à l'être humain de vivre dans un confort extraordinaire. Donc, c'est ce que Le Corbusier proposait. Et un autre architecte, designer, celui-là, pour le coup, Marcel Brauer, qui est un membre du Bauhaus, qui est un groupe de designers allemands du début du 20e siècle, qui eux aussi avaient une projection utopique. En fait, leur projet, c'était d'améliorer les conditions de vie des gens. Mais vous le voyez, comment ils travaillaient, par exemple, avec un objet aussi banal qu'une chaise, la chaise sur laquelle vous êtes assise. Ils partaient d'une chaise, donc la première chaise en haut, c'est une chaise africaine, et ensuite, on descend pour arriver à la fin. Vous voyez peut-être à la fin du petit film, il est marqué 1900, point d'interrogation, donc on se projette encore dans l'avenir pour construire la chaise idéale. Et la chaise idéale, selon les membres du groupe du Bauhaus, c'est
c'est pas de chaise. En fait, c'est comme un nuage sur lequel vous vous asseyez sur l'air, finalement. Donc, une projection, encore une fois, utopique, et qui n'est pas arrivée dans les délais prévus par Marcel Breuer, puisqu'on est en 2019 et j'ai pas vu ce genre de chaise-là encore. Donc, ça, c'est un peu le contexte dans lequel j'inscris la pensée de Ballard. Excusez-moi, je vais être plus longue que Pascal, mais après ça, j'ai moins de choses à dire, je réagirai. Donc, pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je vous parle de Ballard? Donc, c'est toujours la question de la modernité. Donc, tout à l'heure, dans la définition de Ballard, on parlait de modernité dystopique. Donc là, ce que je viens de vous présenter, c'est une modernité qui se voudrait, disons, utopique. On imagine un meilleur mode de vie pour l'être humain, un environnement plus sain, etc. Donc, Ballard part de ce savoir urbanistique et architectural pour penser, pour mettre en scène dans ses romans cette modernité-là, mais cette modernité qui tourne au cauchemar. Donc là où les architectes, les urbanistes avaient imaginé l'amélioration de l'être humain, mais chez Ballard, on a plutôt la mise en scène de la catastrophe, de l'envers de ce décor qu'on voulait parfait au départ. Donc si on change encore de fiche, donc Ballard, c'est un auteur qui est entré dans l'univers de la dystopie par l'entremise de la science-fiction. Donc au départ, il a écrit des œuvres qui étaient science-fictionnelles, dystopiques, mais une dystopie justement qui se rapproche de la science-fiction, c'est-à-dire que c'est pas un monde qu'on devrait voir de sitôt, disons. Donc, c'est ce qu'il faisait au début de sa carrière. Donc, il mettait en scène des catastrophes naturelles plus particulièrement. Donc, il s'inscrivait dans la lignée, si on veut, là, des éco-fictions. En général, les œuvres dystopiques qui mettent en scène des catastrophes écologiques, on appelle ça maintenant des éco-fictions. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le deuxième volet qui vient après de l'œuvre de Ballard, où là, il a quitté le monde lointain disons, du futur lointain, imaginaire, pour entrer dans une modernité, dans un futur, disons, très, très proche, voire dans un temps présent. Donc, il s'est intéressé, dans cette perspective-là, à ce que j'appelle, dans un premier temps, des dystopies urbanistiques, donc des contre-utopies des 30 Glorieuses. Donc, les 30 Glorieuses, c'est la période là, qui suit la Deuxième Guerre mondiale, qui va de 1945 à 1975. Et vous l'entendez dans le titre de cette période, une période qui est marquée par une prospérité économique, une amélioration des conditions de vie importantes en Occident. Donc, Ballard a mis en scène ces contre-utopies des 30 Glorieuses en écrivant, entre autres, un roman qui s'intitule Crash, donc un roman dans lequel il s'intéresse non pas aux circulations automobiles, à l'amélioration des circulations automobiles, mais bien aux accidents d'automobiles et aux bouchons de circulation. Donc là où on imaginait une circulation parfaite, merveilleuse, permise par les autos et les autoroutes, bien là, chez Ballard, on arrive avec l'envers, si vous voulez, de cette circulation parfaite-là, qui est l'accident d'automobile et les bouchons de circulation. C'est la même chose dans l'île de béton, c'est encore l'idée des bouchons de circulation et de l'accident qui est au cœur du livre. Et dans IGH, donc des lettres qui veulent dire immeuble de grande hauteur, bien, on s'intéresse justement aux bars, aux immeubles de grande hauteur tels que Le Corbusier les imaginait. Et là-dedans, ben, on retrouve une société, en fait, la tour vient d'être construite, elle est construite selon les préceptes modernes les plus avancés. Le personnage principal a l'impression, quand il rentre dans la tour, d'avancer, dit-il, 50 ans dans le temps. Donc, on est vraiment dans cet imaginaire d'un avenir meilleur. Or, on est chez Ballard, donc très rapidement, tout ça tourne au cauchemar. La violence se met de la partie. Les espaces qui étaient conçus pour améliorer le sort de l'être humain deviennent plutôt tout à fait le contraire. Donc, on a l'inversion de cette utopie, de cette vision, disons, utopique des modernistes du début du 20e siècle. Et vers la fin de sa carrière, donc, Ballard a toujours continué à s'intéresser à ces questions-là. Et il a continué, donc, dans un deuxième volet que j'appelle les contre-utopies de l'ère Thatcher. Donc là, on est rendu à partir des années 1980. Margaret Thatcher, c'est la première ministre de la Grande-Bretagne, une femme qui était reconnue pour ses idées liées
au néolibéralisme, donc une économie qui serait guidée par la loi du marché. Donc, Ballard prend le contre-pied des possibilités du néolibéralisme dans des œuvres dont vous voyez la liste. J'arrête peut-être juste sur la première, qui s'appelle « Sauvagerie ». Donc, dans « Sauvagerie », ça met en scène, en fait, un des dispositifs utopiques peut-être les plus communs de l'ère néolibérale, qui est ce qu'on appelle des communautés fermées. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des communautés fermées. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, il y en a énormément aux États-Unis, il y en a un peu en Angleterre. Des communautés fermées, c'est comme des espèces de banlieues où on construit autour des clôtures pour empêcher les gens qui n'ont pas l'affaire là de pas aller là. Donc, on organise l'espace pour que les habitants habituellement plus riches, parce que c'est des habitations qui coûtent plus cher, donc de pas aller traîner leur savate dans ces coins-là. Donc, dans ce roman-là, en fait, on est dans une communauté fermée qu'on présente effectivement comme un lieu idéal. Or, le roman commence et tous les adultes qui habitent la communauté fermée sont retrouvés morts, assassinés, et tous les enfants ont disparu. Donc, l'enquêteur ainsi que le lecteur ont à faire, les enquêteurs, justement, ont à faire la part des choses pour trouver qu'est-ce qui est arrivé dans ce lieu pourtant idéal pour qu'une telle catastrophe survienne. Donc, encore une fois, dans ce roman-là, Ballard s'intéresse aux envers de la modernité utopique pour créer une modernité dystopique. Et c'est comme ça dans toutes les œuvres qui sont affichées au tableau jusqu'à la fin de sa vie, dans la dernière, que notre règne arrive. Référence biblique s'il en est, à une ligne du Notre Père, mais vous comprendrez encore une fois qu'on est chez Ballard, donc le règne prévu n'arrive pas. Et donc voilà, avec Ballard, on est vraiment dans cet univers-là. Si vous êtes des amateurs d'ailleurs de Black Mirror, dont il a été question tout à l'heure, moi je trouve que l'œuvre de Ballard ressemble étrangement à l'univers de Black Mirror, peut-être en moins trash, parce qu'on est quand même dans les années 60, 70, 80. On n'était peut-être pas encore rendu où on est présentement, mais il y a le même humour, il y a le même regard sur le monde d'aujourd'hui, juste un petit peu décalé, donc qui est proposé par Ballard. Alors, c'était ma contribution sur la réflexion de vous parler de cet auteur quand même important de la dystopie, puisque toutes ses œuvres sont, si on peut dire, dystopiques. Merci, Vicky. Donc, je vais donner la parole à Jacques Rollin. Bonjour. Je me présente ici, comme Frédéric l'a souligné, comme un ancien. Sage. Pas ça, je ne suis pas certain. En tout cas, comme un ancien d'ici. J'étais ici, non pas à titre de concierge, comme je l'ai souvent dit, mais comme professeur de littérature. Et donc, j'ai passé 35 ans de ma vie à essayer de former des lecteurs. Ou en tout cas, peut-être moins prétentieux, façon moins prétentieuse de le dire, d'essayer de donner le goût de lire. Évidemment, des œuvres littéraires. Et la question qui se pose, c'est pourquoi faire ça pendant une si longue période? Ben, c'est parce qu'on croit que ça a une valeur, sinon on ne le fait pas. Cette valeur-là, elle vient, puis là, c'est des lieux communs que je vais énoncer, mais elle vient du fait que par la littérature, on connaît le monde. Moi, je sais, par exemple, ce qu'une jeune fille grecque peut avoir connu comme colère en se révoltant contre son père. Je sais, qu'est-ce que je m'étais donné comme exemple? Je sais, par exemple, quelle espèce de détresse peut ressentir un père qui assiste au suicide de son fils en Alaska. Je n'ai jamais mis les pieds en Alaska. Et je n'ai pas vécu à l'Antiquité grecque. C'est un peu plus récent que ça. Je sais plein de choses par mes lectures. Je sais la souffrance que peut avoir connue une jeune fille dans l'ancien régime chinois dont on brisait les pieds juste pour être
répondre à la mode de l'époque. Je sais le cynisme que peut avoir ressenti, ou enfin le cynisme avec lequel exerçait son travail un serveur au bord du Richelieu. Je sais, comme ça, plein de choses que je n'ai jamais vécues, puis tout ça, c'est grâce à la littérature. Qu'est-ce que la dystopie vient faire là-dedans? Bien, un peu comme Vicky l'a dit, c'est que, en tout cas, pour moi, qui ne suis certainement pas un spécialiste de la chose, bien, la dystopie, c'est d'abord et avant tout une œuvre littéraire, avec peut-être, en tout cas dans mon esprit, l'idée que ça nous offre la possibilité d'une observation, un peu comme dans une expérience peut-être en psychologie, une espèce de labyrinthe dans lequel des êtres humains seraient enfermés. C'est-à-dire que la caractéristique de la dystopie, c'est qu'il n'y aurait pas de sortie. Ou en tout cas, on l'aurait tellement bien caché que les gens sentent une espèce, pas une espèce, mais une angoisse et sinon une anxiété terrible à vivre dans cet univers fermé-là et contrôlé la plupart du temps. Parce que, comme Jean-Pascal le disait, le rapport entre dystopie et état totalitaire va de soi la plupart du temps. Parce que dans ces états-là, dans le totalitarisme, évidemment, ce qu'on souhaite et ce qu'on veut créer, c'est le bonheur pour tous. D'où l'idée d'une contre-utopie. Mais comme tu l'as dit, à la base, c'est la même chose. On veut avoir un monde dans lequel tout le monde évoluerait dans un univers de bonheur. Or, qu'est-ce que la littérature et le bonheur ont à voir l'un avec l'autre? Bien, une composante du bonheur, selon moi, c'est la capacité d'établir des relations humaines entre nous, des relations cordiales, enfin d'avoir une espèce d'empathie. Et il se trouve que les recherches récentes en sciences cognitives ont montré que la lecture, entre autres, la lecture à long terme, la lecture soutenue, développe chez les gens cette capacité d'empathie. Ne serait-ce que parce qu'on vit des expériences comme celle dont j'ai donné des illustrations tantôt, des expériences donc qu'on n'a pas l'occasion de vivre dans notre réalité. Hein, par médiatisation, je dirais, on vit des expériences et donc on développe cette espèce d'empathie nécessaire à un environnement de bonheur. Or, il se trouve que une des œuvres dont Frédéric a parlé, c'est-à-dire Fahrenheit 451, présente un univers dystopique et le thème principal, c'est la disparition de la lecture. Alors, d'où l'idée que je me suis intéressé beaucoup à ce roman-là. Et pourquoi est-ce que je trouve que c'est encore pertinent? Parce que même si c'est une œuvre qui a été écrite en 1953 par Ray Bradbury, et l'intention de Bradbury, c'était d'avertir, de faire un avertissement, comme Vicky disait, parce que lui, il se sentait lui-même comme individu, non seulement par son statut d'écrivain, mais en tant qu'individu appartenant à une société, menacé dans un univers où la lecture disparaîtrait. Pourquoi est-ce que dans cet univers-là, la lecture disparaîtrait? Parce qu'il constatait, parce que là, on est dans la première moitié du 20e siècle, ce monde ancien dont je viens moi aussi, comme je vous le disais tantôt, on constatait l'émergence et la popularité des médias de masse. Bien sûr que le phénomène avait commencé plus tôt, mais l'émergence des journaux facilement accessibles, de la radio et surtout de la télévision, pour Bradbury, c'était des menaces à un mode d'appréhension du monde qui était jusque-là passé essentiellement par la lecture. Et donc, ce que je disais, c'est que la pertinence de ce roman-là n'est plus tellement dans ce discours contre
des médias de masse menaçant la lecture, mais dans l'idée que les médias à travers lesquels on se confronte à la réalité nous façonnent, comme l'avait dit Marshall McLuhan. Hein. Bon, il y a des diapos, mais ayant décidé de contribuer moi-même à la dystopie, tout ça est en désordre, parce que j'ai retravaillé mes trucs depuis que je les ai envoyés à Frédéric. Là, c'est de Medium is the message. Oui, c'est ça. Alors, Marshall McLuhan est un théoricien de la communication dont les œuvres sont apparues autour des années 1960. Et un titre d'une de ses œuvres, c'est « The Medium is the Message ». Évidemment, c'est surprenant parce que ce qu'on a retenu dans l'histoire des sciences, si vous voulez, à propos de Marshall McLuhan, c'est que, justement, la formule qui a été retenue, là, qui était choc dans ses propositions, c'était que le médium est le message, et non pas le massage, évidemment. Sauf que, bon, pour l'anecdote, un de ses livres, il y a eu en relisant les épreuves, il s'est aperçu que les typographes avaient fait une coquille, et au lieu de mettre un « E » à « message », ils ont mis « massage ». Et il a décidé de conserver ça, le médium de massage, parce que sa thèse, justement, c'est que les médias nous façonnent, nous pétrissent, nous font un massage, et nous détendent, mais peuvent nous stresser aussi, ça dépend du masseur. Et donc, cette idée, donc, elle reste toujours pertinente à l'époque où on est. Il n'est plus question, évidemment, de... Tu sais, les livres ne sont pas disparus, mais, pour reprendre les propos d'Alessandro Baricco dans un de ses ouvrages où il est question des barbares, nous sommes à une époque de transition. On est en train de passer de l'analogique au numérique, et les médias construits dans l'espace numérique sont en train de nous refaçonner, justement. Et donc, le roman de Ray Bradbury, s'il ne parle pas de ce qui se passe maintenant, parle d'une époque qui a son pendant maintenant. Et c'est pour ça qu'il demeure tout à fait pertinent. Je pourrais peut-être plus tard donner des exemples de comment cette transformation-là s'est effectuée. Pour revenir à l'idée de dystopie, le propos de Bradbury n'est pas tellement de faire la description d'un État totalitaire, mais de se concentrer sur un outil de l'État totalitaire, qui est la censure, ou en tout cas le contrôle de l'information. Et juste pour vous donner une idée, c'est que dans ce roman-là, les pompiers, dans le monde qui est décrit dans le roman de Bradbury, les pompiers, ayant perdu leur fonction première, c'est-à-dire d'éteindre les feux, parce que les maisons ont été inifugées depuis longtemps, mais sont devenus des censeurs qui ont la responsabilité d'assurer le bonheur des gens en brûlant les livres. Il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce que les livres sont donc une menace? On pourra sans doute y revenir tantôt. Ah, oui. Merci, Jacques. Je passe la parole à Jonathan. Ah, OK, d'accord. Ouais. Comme ça. Ouais. Bonjour. Si Jacques n'est pas un spécialiste de la littérature dystopique, je ne sais pas ce que je suis, parce que je ne suis pas un littéraire. Je suis professeur de sciences politiques comme Jean-Pascal Larin. Mais on est appelé nécessairement, en tant que professeur de politique, à côtoyer, je pense, plus la littérature dystopique que d'autres genres littéraires. Il y a un auteur que j'ai proposé à Frédéric. J'étais plus à l'aise de présenter cet auteur-là, parce qu'on le côtoie nécessairement en sciences politiques. Et là, vous me voyez venir du BIC, j'imagine, comme on dit, puisque j'ai mon T-shirt. C'est en anglais, je ne sais pas si Frédéric peut le lire. Le T-shirt. Vous aurez compris, évidemment. Ouais. Great. Fiction. Non. Make Orwell fiction. Make Orwell fiction again. Bon, vous devinez et vous saisissez que c'est une référence au fameux
Make America Great Again de Donald Trump. Donc, nécessairement, puisqu'aujourd'hui, on devait parler de la dimension prophétique des œuvres dystopiques, j'ai trouvé que le T-shirt était d'occasion. Et on verra peut-être, si j'ai l'occasion, je vais être quand même bref parce que le temps court, le temps presse, mais on aura l'occasion, j'espère avoir l'occasion de parler justement de l'aspect prophétique de l'œuvre de Orwell, puis voir les liens peut-être avec le rapport à la vérité, qui est une question qui me semble assez fondamentale, assez importante dans l'œuvre de George Orwell, et dans 1984 en particulier. En tant que prof de politique, on est appelé à parler de Orwell. Jean-Pascal l'a mentionné plus tôt. On parle nécessairement dans des cours d'introduction à la politique du concept de totalitarisme, des régimes totalitaires. Et c'est ce qui est abordé dans 1984. En fait, c'est un peu le paradigme du régime totalitaire, du régime oppressif qui soustrait la liberté au personnage, comme on verra, de Winston. Juste pour avoir une idée, combien d'entre vous ont lu ou vu, disons? Je sais que les profs de littérature ne seront pas contents de la façon que je formule la question, mais est-ce qu'il y en a qui ont eu un contact avec l'œuvre 1984, soit en ayant vu le film? C'est quand même une proportion importante des gens ici présents. Je me permettrai sous peu de faire quand même un petit retour, petit résumé, juste pour insister sur quelques points. Mais si c'est une œuvre hautement politique, 1984, c'est d'abord parce que l'auteur en question, George Orwell, a une vie hautement politique. Comme on le verra, son vécu est assez particulier. Il a vécu des événements très marquants de son époque et il était au cœur de ces événements-là. Il écrit lui-même, d'ailleurs. Lorsque je considère mon travail, je constate que c'est toujours là où je n'avais pas de visée politique que j'ai écrit des livres sans vie. Donc, pour Orwell, impliquer une dimension politique dans sa littérature, c'était donner une forme, une puissance à ces œuvres-là. Donc, nécessairement, ce rapport aux politiques marque, je pense, l'ensemble de son œuvre. Pourtant, et ça c'est quand même assez particulier, il y a un auteur qui s'appelle Simon Leys qui a écrit un ouvrage, vous allez voir, le titre est assez évocateur. Le titre, c'est « Orwell ou l'horreur de la politique ». Et il y a une réflexion à avoir là-dessus, je pense, parce que si Orwell présente ici un régime totalitaire, oppressif, et s'il a vécu, comme vous le verrez, la guerre civile espagnole à laquelle il a participé, autrement dit, il a pris les armes pour lutter contre les fascistes à l'époque et les troupes de Franco durant la guerre civile espagnole, le type a un vécu politique. Comment peut-il donc haïr la politique d'une certaine manière? Donc, il y a quelque chose de fascinant ici et je pense que ça s'explique par le fait qu'Orwell sent la nécessité de l'implication politique. Il sent la nécessité d'imaginer ou de faire exister un monde politique comme celui auquel il aspire finalement. Donc, il y a ce rapport-là qui est ambigu d'espèce de rapport amour-haine ou implication et désertion de la chose politique qui me semble quand même assez intéressant. Donc, le passage par la littérature dystopique en sciences politiques est quand même assez naturel, je pense, là, dans les cours d'introduction à la politique notamment. En fait, il me semble étrangement essentiel. Puis je dis essentiel dans la mesure où il me semble que Orwell a saisi l'espèce de psychologie type des régimes totalitaires. Il a saisi en un sens l'essence du totalitarisme. Dans les discussions, Jacques parlait souvent de l'effet de miroir des dystopies. Puis par effet de miroir, je pense qu'on peut voir ce que Orwell entend par ce que devrait être le politique. Comment on devrait agir politiquement ou quel monde politique devrait exister. Même s'il dénonce cette espèce de dérapage-là, il y a peut-être un référent à ce que devrait être finalement le monde politique idéal, si on peut dire. Donc, Orwell nous invite en un sens à éviter que le pouvoir nous échappe. Il va dire de son œuvre, il va commenter son œuvre en disant ce qui suit. La morale à tirer de ce dangereux cauchemar de 1984, c'est assez simple. Ne permettez pas qu'il se réalise, cela dépend de vous. On va commenter souvent le 1984 d'Orwell et des commentateurs vont dire que Orwell, en donnant un titre de 1984 alors qu'on est en 1948, il prétendrait que ce monde-là va se présenter. Orwell est loin d'avoir cette idée-là. Il est conscient que ce monde-là n'existera pas en 1984, mais il est conscient que des traits, certains traits du monde qui est décrit ici pourraient s'incarner puis prendre forme dans le réel. Et donc, il y a cette volonté ou cette nécessité de solliciter l'action politique. Donc, bref, ça me semble vraiment, à mon sens, à moi, peut-être que les avis divergeront, mais ça me semble vraiment le paradigme de la dystopie. Là, c'est mon biais de politologue qui parle. Ça vaut peut-être la peine, même si vous avez lu pour une bonne partie d'entre vous, de faire un retour sur ce qui est présenté dans 1984. Je vais être bref. C'est le récit d'un certain Winston Smith, vous vous rappelez sans doute,
Winston travaille au ministère de la Vérité. C'est pas banal, hein? Il travaille au ministère de la Vérité et il a accès à des archives, il travaille sur les documents d'archives, il va détruire certaines archives, va manipuler le passé et va transformer le récit de l'histoire, finalement, qui est vécue. Donc, le rapport à la vérité, c'est un élément, merci beaucoup, sur lequel je reviendrai éventuellement. Ça se passe, comme vous le savez, dans un endroit, un espace géographique qui s'appelle Océania, qui est constamment en guerre. Le récit de la guerre permanente est important et il est variable. Hein. Vous vous en rappelez si vous avez lu l'œuvre. Ça peut être contre l'Eurasia, ça change à certains moments. Le slogan du parti politique tout-puissant, gouverné, guidé par le Big Brother, référence incontournable. Les slogans du parti sont « La guerre, c'est la paix »,« La liberté, c'est l'esclavage »,« L'ignorance, c'est la force ». Tout ça sera expliqué à un certain moment dans le récit. Et pour faire vite, Winston commet un crime majeur. Le crime, c'est le crime de la pensée. Il va entamer un récit, dans le fond, d'une espèce de critique du pouvoir politique. Et en entamant ce récit-là, il sait qu'il a déjà commis, il a déjà corrompu sa propre pensée en pensant du mal de Big Brother. Petit élément intéressant, vous allez voir plus tard, on développera sur des éléments comme ça. Le récit, Winston va inscrire le 4 avril 1984. Pour l'anecdote, le 4 avril 1949, on fonde l'OTAN. C'est la date de la signature du traité de l'OTAN. Orwell a conscience du monde qui prend forme en 1948-49. Il sait un peu, il comprend cette dynamique-là. Et donc, la guerre permanente à laquelle je référais n'est pas complètement étrangère au contexte de la guerre froide qui va prendre forme immédiatement après. Et donc, bref, pour faire terminer sur la question de la vérité et faire un rapport à l'œuvre, en tant que prof de Sciences Po, si on côtoie la notion de totalitarisme, j'ai aussi côtoyé d'autres éléments plus perturbants, j'ai envie de dire. J'ai eu la chance d'enseigner un cours qui s'appelait « Assassinat politique et conflits armés ». Et petite anecdote, dans le roman 1984, au tout début de l'œuvre, Winston va tenir la preuve absolument irréfutable d'un mensonge, de la falsification d'un fait historique. C'est un moment qui, des fois, on passe vite, mais il y a un moment quand même, il y a un élément quand même important ici. Ce que je peux vous dire, petite référence à mon cours d'assassinat politique où on travaillait sur la CIA, les opérations sous couvert et tout ça. Peut-être que vous le savez, mais quand on entre dans les locaux de la CIA, ce qui est inscrit, c'est « And you shall know the truth, and it shall set you free ». Et vous connaîtrez la vérité, cela vous rendra libre. L'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, oui, tout à fait. Chapitre 8. Crème, hein? Ce sera une prochaine conférence. Parce que c'est intéressant que ce soit justement... Un élément biblé, tout à fait. Et donc, quand on entre dans les locaux de la CIA, c'est ce qu'on peut lire. J'ai eu l'impression, personnellement, en travaillant sur un cours où on abordait les assassinats politiques, de tenir souvent la preuve d'éléments falsifiés de l'histoire. Et c'est pas complètement étranger, farfelu ou complètement imaginaire ce qui est présenté par Orwell. Et vous allez voir, en comprenant un peu son récit de vie, sa trajectoire, on saisit mieux ce qui est signifié par 1984. Donc, peut-être que j'aurai la chance de revenir là-dessus tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, voici terminé donc le tour de table. Ce qui est intéressant aussi dans la genèse d'une table ronde comme ça, c'est toujours de voir comment ça s'est fabriqué ou qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu littéralement une sorte de tour de Babel en microcosme. Donc, chacun des 4 panélistes, il y en avait même une 5e, ont chacun interprété à leur façon ce qui était un tour de table, et ils ont chacun interprété à leur façon ce qu'ils voulaient bien en faire et ce qu'ils voulaient bien faire de la dystopie. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut éviter justement les dystopies ou en tout cas les totalitarismes dans la mesure où on peut être tous en désaccord et être quand même autour d'une table et se sourire et avoir du plaisir. Oui, c'est ça. J'avais 33 questions à leur poser. Je vais en poser aucune pour l'instant. Je voulais d'abord vous demander si vous aviez des questions. Ce serait peut-être la meilleure façon de savoir où vous en êtes après ces 4 interventions, 5 si on compte ma petite introduction au début. Est-ce qu'il y avait des interrogations ou des choses que vous vouliez qu'on creuse tout de suite? Donc, alors, avec le peu de temps qui nous reste, on va essayer non pas de répondre aux 33, mais en répondre quelques-unes. Donc, je vais certainement mécontenter mes confrères et consoeurs dans la mesure où ils m'ont envoyé des questions, ils ne m'en ont pas envoyé. Mais en tout cas, je vais essayer de respecter quand même... je vais partir un peu de ce qu'ils viennent de nous dire.
Mais donc, si jamais vous avez une question, n'hésitez surtout pas à lever la main et on vous donnera la parole. C'est après tout donc le thème de ce printemps de la culture. Donc, j'aurais voulu peut-être vous demander, avant, parce que je pense que vous n'avez peut-être pas tous saisi, j'ai fait exprès de ne pas le dire d'ailleurs dès le départ, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de l'utopie, qui était quand même, non pas courante, mais qui était quand même assez, je dirais, populaire, le fait d'inventer des utopies, qu'on soit passé donc de l'utopie à la dystopie. Pourquoi finalement on invente davantage d'utopies maintenant, de dystopie, pardon, aujourd'hui, de contre-utopie ou d'anti-utopie, plutôt que des utopies? Est-ce que quelqu'un d'entre vous voulait me répondre à cette question? Il me semble qu'elle est essentielle. Je ne sais pas si Jean-Pascal voulait commencer. Ben, moi, je dirais que c'est la question du passage de l'utopie. Pourquoi on vit dans un monde, en fond, dystopique? C'est que j'ai envie de reprendre la phrase de Camus. On a voulu changer le monde, maintenant il s'agit d'empêcher que ça décompose. Hein, alors, l'idéal de la transformation du monde, cette volonté de puissance qu'on trouve en Occident, au temps moderne, hein, et qui était animée par un idéal démocratique. Mais derrière l'idéal démocratique, il y a toute cette question de la toute-puissance, en fait. La puissance de la raison, de la technoscience, l'économie, le capitalisme. Et il y a c'est ce que j'ai appelé la perversion de l'idéal démocratique en dystopie ou en cauchemar totalitaire. C'est au fond, c'est le basculement de l'auto-limitation de la puissance d'agir, de vivre. Au fond, la démocratie permet à tous et chacun d'exprimer sa puissance d'agir, de vivre, de s'exprimer. Mais en même temps, il y a un contrôle démocratique. La démocratie, c'est l'autonomie, c'est un régime de l'auto-limitation, c'est-à-dire cette puissance-là doit être contrôlée, sous contrôle, c'est-à-dire que le conflit, en fait, il y a toutes les chances qu'on s'oppose dans la cité démocratique. On veut tous s'affirmer avec et contre les autres, mais il faut empêcher que la liberté des uns nuise à celle des autres. Donc, ça suppose un mécanisme de maîtrise du conflit, une maîtrise de la puissance, et le basculement dans le totalitarisme, c'est précisément là où c'est un dérapage de ce mécanisme de contrôle qui fait qu'on fait sauter, au fond, toutes les limites à la puissance d'agir de tous et chacun. Ça peut être la puissance d'agir du collectif au détriment des individus, mais ça peut être aussi l'inverse. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans l'inverse. C'est le collectif qui fout le camp et c'est la puissance individuelle qui s'exprime sans limite. Mais le totalitarisme, c'est une forme d'illimitation. Ce que les Grecs appelaient, il y a 2600 ans, la libris, la démesure. Et ça, c'était pour les Grecs, c'était l'équivalent du péché originel pour les chrétiens. Alors, tu parlais de la Bible là, tout à l'heure, la tour de Babel. La tour de Babel, c'est aussi un mythe qui dit aux êtres humains, attention, votre quête de toute puissance peut être dangereuse. Et je trouve ça intéressant, on parlait, pour faire un lien avec Jacques, la langue. Les langues, la tour de Babel, c'est les langues. Et on a, aujourd'hui, à notre époque, on a une définition de la langue pratiquement exclusivement instrumentale. C'est-à-dire la langue, c'est un moyen de communication. Et j'entendais Charles Taylor cette semaine, il vient de publier un nouveau livre, et qui disait, non, attention, la langue, ce n'est pas qu'un moyen de communication. Parce que c'était ça, effectivement, passons tous en anglais, ce serait plus simple pour communiquer à l'échelle de la planète. Mais la langue, c'est une force créatrice. Ça permet d'exprimer des émotions. Ça permet non seulement de les exprimer, mais d'en créer. C'est-à-dire que sans la langue, sans les langues, il y aurait pas... il y a plein d'émotions, des sentiments, des passions que les humains ne pourraient pas vivre. C'est-à-dire la langue permet l'expression de ces émotions, de cette créativité. Et ça se fait pas seul, la langue, ça se fait ensemble. Et je trouve ça intéressant de faire le passage à la littérature, c'est-à-dire la littérature, c'est un produit de la langue aussi, mais c'est quoi la littérature? C'est quoi lire? C'est pas juste le livre, c'est pas juste le médium, Marshall McLuhan. Lire, c'est l'expérience de l'altérité. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec l'autre. C'est pas un acte, ça a l'air solitaire comme acte, hein, mais la lecture, ça permet de faire l'expérience de l'autre, des autres.
Alors que peut-être que devant nos écrans, on peut avoir l'impression qu'on est en communication avec les autres, les médias sociaux, mais on est peut-être, au fond, replié sur nous-mêmes. On est juste avec des gens qui pensent comme nous et on est toujours en train de suivre nos propres émotions. On n'est pas en train de vivre une altérité. Et pour moi, le totalitarisme, c'est la destruction de l'altérité. C'est ce qui empêche... C'est un contrôle, un conditionnement des esprits qui empêche la liberté de pensée, de parole, d'expression. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu inquiétant de voir qu'on n'entre plus en contact avec le monde, avec les autres, et même avec la nature, parce qu'aujourd'hui, il y a une fuite en avant dans cette fiction maintenant du numérique. Et même on se projette dans le transhumanisme là, en disant on va aller créer un être nouveau, tout ça. Et il y a un avertissement ici, c'est-à-dire que les dystopies d'Orwell, de Meilleur des mondes, Huxley, et on peut remonter à la Bible nous dit attention, ce désir de toute puissance, c'est dangereux, le péché originel, c'est un petit peu ça, l'homme qui croque dans la pomme, le savoir, la connaissance absolue. Justement, on est ramené à la réalité, c'est-à-dire que cette quête de puissance sans limite, elle est autodestructrice. Et c'est ce qu'on a expérimenté au 20e siècle, c'est-à-dire les guerres, les 2 guerres mondiales, la guerre, peut-être guerre nucléaire, on ne sait pas, la destruction de l'environnement. Aujourd'hui, on est en train de détruire, de s'auto-détruire, là. N'oublions pas que ce n'est pas seulement une destruction de la nature, c'est une destruction de culture. Les langues disparaissent sur la planète. La littérature aussi souffre aussi dans le monde aujourd'hui, est en déclin. C'est l'altérité aussi, c'est l'impossibilité de penser à un autre monde. Alors ça, oui, il faut revenir à l'utopie. C'est utopie démocratique, mais encore faut-il comprendre que la démocratie, c'est le régime de l'autonomie. L'autonomie individuelle et collective. Et l'autonomie, ça veut dire se donner ses propres lois. Et donc, c'est s'auto-limiter. Donc, la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est pas le domaine, c'est pas la puissance illimitée, la puissance d'agir, c'est déployer son individualité, se vivre ensemble, mais de façon, en se donnant ses propres lois. Et pour revenir à Platon, ce que je disais tout à l'heure, Platon, on a dit la philosophie est née avec la démocratie, mais contre la démocratie. Ce que Platon, la critique platonicienne de la démocratie, c'est précisément ça, c'est-à-dire que Platon voyait dans la démocratie un dérapage, c'est-à-dire qu'on voyait c'est le conflit généralisé, il voyait une tyrannie des passions, des émotions, les sophistes qui disaient n'importe quoi, le relativisme, et lui il voulait une cité rationnelle, puissante, basée de la puissance du rationnel, mettre de l'ordre dans la maison comme on dit, mais ce que Platon fait, en fait, il est en train, au fond, de construire une cité qui n'est pas démocratique, hein, au fond. Et c'est sûr que l'enjeu de la démocratie, pour pas qu'elle bascule dans la librisme, comme disaient les Grecs, il faut créer, il faut maîtriser le conflit, la rivalité entre les êtres humains, de façon à permettre à chacun d'exprimer son individualité, mais sans nuire aux autres, en se donnant nos propres limites. Et déjà, quand on pense à ça, puis je vais terminer là-dessus, quand on pense à cet idéal démocratique, déjà, dès qu'on pose la question du meilleur régime politique, parce que c'est ça au fond l'utopie, au fond, on est en train déjà de réfléchir, de poser les fondements d'une cité en dehors de l'ordre naturel et divin. On sort déjà de cet univers-là, on est en train de dire, au fond, on est capable, nous, humains, de se donner nos propres lois, nos propres institutions, de les contrôler et de nous rendre tous et chacun libres et égaux. Donc ça, c'est un projet, évidemment, qui est très difficile à faire, mais il faut accepter le pluralisme, il faut accepter cette division sociale, le conflit. Il ne faut pas chercher à l'éliminer. C'est ce que Platon a voulu faire. On a considéré que le conflit était néfaste. Il fallait une cité ordonnée, sans conflit. Et la pensée politique d'hier aujourd'hui, qui cherche à supprimer le conflit, le pluralisme dans la société, la rivalité, au fond, se trompe. C'est un idéal qui est dangereux, qui tourne à l'enfer totalitaire. Je vais m'intéresser autant aux littéraires qu'aux politologues qui sont ici pour vous demander en quoi, ça va être un peu double comme question, là, mais histoire de faire parler un peu, à la fois, pourquoi des écrivains comme Orwell, justement, qui sont quand même des grands observateurs de la politique ou du politique, et qui sont même des résistants dans certains cas, qui se sont même mêlés à des conflits. On pense à la guerre d'Espagne, entre autres.
Et pourquoi donc ne pas avoir écrit des essais, même s'ils l'ont fait quand même? Ça, c'est une première. Donc, pourquoi finalement vouloir dénoncer des choses par la fiction? Dans un premier temps, c'est le premier volet de ma question. Pourquoi la fiction? Et comment des... Donc, je m'adresse en particulier aux littéraires, mais et pourquoi et comment des professeurs de politique ou de sciences humaines, comment se servent-ils de la fiction? En quoi donc une fiction, une dystopie peut-il guider ou inspirer un professeur ou un intellectuel dans sa réflexion sur le monde? Je ne sais pas qui veut. Tu veux d'abord? Tu peux y aller. Pourquoi s'intéresser à la fiction comme politologue? C'est une bonne question, que je n'avais pas préparée d'ailleurs. Mais je dirais en fait, à travers la fiction, il y a toujours un référent, il y a toujours un rapport à la vérité, même si on est dans une dystopie avec Orwell, on est précisément dans une réflexion sur la vérité. Ça me semble quand même assez fondamental. Peut-être que je détournerais un petit peu la question pour dire, tu sais, qu'est-ce qui fait que cette œuvre-là saisit du vrai et parle du vrai? Même si elle est fictionnelle, qu'est-ce qui en fait une œuvre qui réfère à du vrai? Ben, dans le cas de George Orwell, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais son vécu a quelque chose quand même d'assez particulier. En 1933, Orwell écrit un ouvrage qui s'appelle « Dans la dèche à Paris et à Londres », où il raconte son expérience de vagabond. Il va vivre l'expérience des marginaux, des exclus, il va être plongeur dans des restaurants et vivre dans la rue. Donc, c'est ce qu'il raconte en 1933. En 1937, dans un ouvrage méconnu, mais qui vaut la peine d'être lu, exploré, le Quai de Wigan, Orwell va se rendre dans le nord de l'Angleterre pour vivre l'expérience des mineurs. Donc, les mineurs qui travaillent sous terre à extraire du charbon. Il y a des phrases absolument magnifiques dans cet ouvrage-là, qui est plus un ouvrage, justement, qui n'est pas très fictionnel. C'est un essai sociologique en un sens. Il va réfléchir à la condition concrète des mineurs, puis il va réfléchir au fonctionnement d'extraction du charbon. Puis il y a des phrases magnifiques où Orwell va dire, dans le fond, les mineurs vivent dans une espèce d'inframonde, alors que tout dans la société de l'époque, on est en 1937 à l'époque où il écrit ça, tout dépend du charbon. La conduite de la guerre dépend des ressources en charbon. L'extraction du charbon est absolument fondamentale pour notre société d'en haut, dit Orwell, mais sous ça existe un monde des mineurs, des conditions de travail qui sont épouvantables. Et Orwell, qui fait 6 pieds 2 pour l'anecdote, va se rendre dans les mines, travailler lui-même pour voir quel est le travail concret. Donc, il y a ce rapport-là. Donc, si on est dans une dystopie, une fiction, on a affaire à un auteur qui a vécu ce qui n'est pas l'expérience du commun à l'époque. Plus tard, il écrit, par exemple, plus tôt, en fait, il écrivait sur l'impérialisme britannique. Il a été fonctionnaire pour l'Angleterre en Birmanie, donc il a une expérience du colonialisme, de l'impérialisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il participe à la guerre d'Espagne, il participe à la guerre civile, il débarque à Barcelone pour l'anecdote, pour faire un reportage sur le conflit, finit par s'enrôler dans les milices du POUM pour faire la guerre aux fascistes. Donc, après ça, il va en sortir un ouvrage très important et pertinent qui s'appelle « Hommage à la Catalogne ». Donc, il y a ce rapport-là à la vérité. J'avais formulé une espèce de réflexion là-dessus, puisqu'en 1945, il va publier « La ferme des animaux », en 1948, il publie « 1984 ». Puis s'il a porté l'espoir de l'égalité puis de la justice en Espagne, par exemple, les espoirs sont un peu rabattus par la victoire des fascistes en Espagne. Dans 1984, imagine un monde où l'idée même de la justice, l'idée même de l'égalité ou de la fraternité nous serait à jamais aliénée. Donc, il y a quelque chose comme une réflexion politique qui est le suivi de son expérience vécue en Espagne, par exemple. S'il était descendu dans les mines de chair et d'os, il est allé lui-même travailler, extraire et voir, connaître le travail. Bien, on pourrait dire, de manière métaphorique, il descend dans la noirceur que porte l'époque, qui s'ouvre au moment de sa mort. Si bien que il est à ce point un penseur de son temps qu'en 1945, Orwell, le premier, va nommer le contexte politique, géopolitique, guerre froide. C'est le premier à énoncer ce terme-là de Cold War, qui sera repris par George Kennan, des théoriciens, des politologues américains. Walter Lippmann va populariser le terme par la suite, mais il est le premier à imaginer ce terme-là. Donc, il y a un vécu déjà qui s'inscrit dans cette dystopie-là, qui transparaît. Donc, les références sont peut-être fictionnelles, mais il y a quelque chose de la psychologie et de la sensibilité de l'époque qui est très fort
dans 1984 en particulier. Donc, je pense que c'est peut-être en ce sens-là qu'il y a un rapport à avoir. Je cède la parole. C'est une excellente question, Frédéric. Je ne saurais pas par où commencer. Tu peux commencer par le point aveugle dont tu m'avais parlé. Là, ça pourrait être déjà. Qu'est-ce qui fait que... Oui, mais oui, peut-être tantôt, parce que je ne sais pas comment j'y arriverais, mais je dirais que, d'abord, l'un n'exclut pas l'autre, peut-être. La fiction n'exclut pas l'essai, n'exclut pas l'histoire. L'exemple que Jonathan vient de donner avec Orwell, qui mélange des expériences autobiographiques, des récits fictionnels, avec des essais politiques aussi, hein, parce qu'il a écrit des essais politiques, et même Hommage à la Catalogue, c'est pas un roman, c'est un magnifique texte, mais c'est pas juste de la fiction. Il y en a sûrement un peu quand même. Donc, il faut peut-être pas séparer tout ça. Et souvent, certains des auteurs ont une manière essayistique de penser la fiction, ou en tout cas, je ne saurais pas dire. Mais dans tous les cas, pourquoi la fiction continue à les fasciner? Mais je dirais peut-être que ce qu'offre la fiction, c'est peut-être la force de la métaphore. Hein. Bon, la métaphore, c'est peut-être un mot qui fait peur, hein, quand vos profs de français vous demandent de trouver des métaphores, mais au sens plus large, la métaphore, c'est la possibilité d'imaginer le monde en images. C'est ça, une métaphore, hein, c'est une image. On dit faussement une photographie vaut 1000 mots, mais ce qu'on entend par là, c'est qu'une image vaut 1000 mots. Donc, une métaphore, c'est une image. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, je pense que la fiction permet peut-être d'exploiter autrement, d'exploiter ces images-là. Et c'est ce que les écrivains, aussi près de l'essai soient-ils, je pense que c'est ce qu'ils recherchent aussi. C'est la force de cette fiction, la force de la métaphore, qui permet justement d'extrapoler peut-être plus que dans l'essai. Hein. L'essai permet pas, permet un peu d'extrapoler, mais pas de la même manière, pas en racontant une histoire. Donc, je pense que la fiction complète d'autres dispositifs d'écriture rationnelle, mais il apporte peut-être une touche métaphorique, oui. Pourquoi pas? Juste avant de donner la parole à d'autres de mes collègues, je vais juste vous montrer pour l'anecdote, justement, ce que Macintosh avait fait avec 1984. Vous en rappelez pas, pour la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nés, mais en 1984, ils ont sorti le premier ordinateur portable, mais le premier Macintosh en bonne et due forme. Et ils ont joué sur la métaphore, justement, de 1984. Et je pense qu'ils allaient encore plus loin. Ils disaient même que ce serait la meilleure façon de se défendre contre Big Brother. Donc, quand la publicité se met dans les métaphores, par contre, ça peut poser d'autres problèmes. Voilà. Parce que vous irez voir la publicité de Macintosh, c'est un peu épeurant. Là. Pour le coup, il propose effectivement une utopie qu'on voit tout de suite dans la... C'est scary, hein? Donc, non seulement il s'empare effectivement de la métaphore, mais il la détourne. De la même façon qu'on a, vous savez probablement, une télé-réalité qui est devenue célèbre, puis qui se démultiplie, là, qui s'appelle donc Celebrity Big Brother. Donc, on est on est content de pouvoir être vu maintenant et être filmé et être observé. Hein. Donc, ça, pas besoin de le dire, on l'a déjà mentionné tout à l'heure. Oui? Oui. Je vais peut-être me servir finalement de littérature, en fait, d'une citation pour... je ne sais pas si tu peux la retrouver, mais... Oui. Laquelle? Non, je vais la faire. Sur la qualité des... Oui. Oui, alors un extrait de Fahrenheit. Juste pour situer, là, peut-être un peu plus précisément, le personnage principal s'appelle Guy Montag. C'est un des pompiers dont la fonction est maintenant de brûler les livres, donc effectuer un agent de censure dans l'univers qui est décrit dans ce livre-là. Mais Montag devient une espèce de dissident, je dirais même de résistant, parce qu'il est intrigué justement par qu'est-ce qu'il y avait dans les livres, puis qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et puis bon, pour faire une histoire courte, il entre en contact avec un ancien professeur de littérature qui a évidemment perdu sa fonction et son travail. Et ce professeur de littérature-là lui explique que c'est peut-être pas des livres qu'on manque à l'intérieur de l'univers décrit dans le roman.
Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas de livres que vous avez besoin, mais de ce qu'il y avait autrefois dans les livres. Les livres n'étaient qu'un des nombreux réceptacles destinés à conserver ce que nous avions peur d'oublier. Ils n'ont de magie que dans ce qu'ils disent, dans la façon dont ils cousent les pièces et les morceaux de l'univers pour nous en faire un vêtement. Pour revenir à ta question, pourquoi pas seulement des essais pour expliquer la réalité? Ou un manifeste, ou un pamphlet. Ou un manifeste, ou un pamphlet. Ben, je pense que par la métaphore là, du vêtement que les livres nous offrent, et ces livres-là nous donnent une façon aussi de vivre à l'intérieur de cet univers-là. Et il ajoutait, le professeur en question, que la qualité des ouvrages qui ont, enfin, la qualité des livres, elle réside dans ceux qui ont de la texture. Il donne un exemple. Les livres ont des pores. Des pores, là, non, pas l'animal. Les livres ont des pores, ils ont des traits. Vous pouvez les regarder au microscope. Sous le verre, trouver la vie en son infini foisonnement. Évidemment, ici, il y a une référence sous le verre parce que à l'intérieur du roman, je vous l'ai dit tantôt, les médias de masse prennent une énorme importance et les personnages sont totalement distraits par leur visionnement de la télévision à journée longue. Alors donc, l'image véhiculée par la télévision devient l'espèce de réalité. Alors que, selon le professeur, évidemment, c'est une des formations professionnelles, les livres offrent davantage de vie, offrent davantage de réalité, même si c'est le produit d'une fiction. Évidemment, la fiction, c'est forcément une construction, un mélange de réalité et d'imaginaire, mais ça part toujours d'une réalité. En fin de semaine, il y avait, à l'émission de Michel Desautels, ce romancier, Ala Al-Swani, qui est un Égyptien, qui est maintenant l'objet de nombreux procès en Égypte, parce que dans son dernier roman, qui met en scène la révolution, sinon avortée, en tout cas qui n'a pas abouti en Égypte, il met en scène des personnages donc, qui ont fomenté cette révolution-là. Et il disait dans son interview que je ne peux pas imaginer... non, pardon, c'est le contraire. Je peux imaginer ce qui s'est passé, mais je ne peux pas l'inventer. Autrement dit, il y a donc cette part de réalité-là. Et la qualité, que si on est d'accord avec les propos du professeur Faber là, à l'intérieur du roman, bien, la qualité, c'est ça. C'est qu'elle nous donne à voir la vie. Pas seulement l'expliquer, mais à la voir sous ses manifestations, sur comment on aime, comment on déteste, enfin bref, tout ça. Je répondrais très simplement en disant que ce qui relève de la culture, de l'imaginaire, de la religion aussi, du mythe, ça a beaucoup plus de force, ça frappe beaucoup plus. Ça me paraît évident que les textes sacrés ont eu beaucoup plus d'audience que les textes de philosophie ou les textes scientifiques. Aujourd'hui, les scientifiques ont beau être unanimes là, sur les changements climatiques. On a l'impression que s'il n'y a pas un artiste là, qui est associé à la cause, le message ne passe pas. Au fond, les littéraires, mais moi je pense à la culture, pas seulement à la littérature, mais je pense les films. Moi j'ai vu le film 1984, la pièce de théâtre, tout ça va chercher un plus grand public, c'est évident. Et c'est ce qui fait la force aussi de la fiction, parce que ça s'adresse à un plus grand public, ça frappe l'imagination. Et au tout début, je disais en introduction que pour moi, j'opposais l'utopie à l'idéologie. Et dans mes cours, c'est une discussion dans la salle, ils vont me reconnaître, là, mais je faisais une distinction entre le politique et la politique. Et le politique, c'est le pouvoir instituant. C'est ce qui relève de, justement, l'imaginaire des sociétés, de la légitimité. Et c'est ce qui vient créer des institutions, qui vient changer. L'idéal démocratique, c'est un pouvoir aussi instituant. Hein, c'est un idéal d'abord. C'est un mythe. Il y a un mythe aussi de la démocratie, le mythe de l'autonomie, tout ça.
Et donc, la démocratie, c'est davantage un idéal, un mythe qu'un régime politique. Le régime est souvent une pâle copie de l'idéal. Et l'idéologie, c'est ce qui vient légitimer les institutions, le régime politique. Et la force de l'utopie, c'est que ça permet de penser l'impossible, ça permet de penser ce qui n'existe pas. Et donc, de dire, on peut transformer, c'est une force créatrice qui permet de remettre en question l'ordre existant, les institutions, d'imaginer quelque chose qui sort un peu du champ du possible, en fait, du réalisme. Et là, la question qui me pose, je ne sais pas si elle me l'a posé la question, mais la dystopie, c'est une contre-utopie. Et est-ce que c'est pas, finalement, le roman dystopique, est-ce qu'il ne vient pas, au fond, de nous avertir en disant attention aux rêves fous de la démocratie, là? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de conservatisme dans le roman dystopique? Moi, dans le meilleur des mondes, j'ai trouvé que, d'ailleurs, la citation, il y a des citations qui rentrent dans des auteurs un peu conservateurs en disant attention, là, la toute-puissance, là, la liberté absolue, tout ça, ça peut virer en cauchemar, c'est dangereux, soyons prudents, modérés. Et il y a 2600 ans, Aristote disait exactement la même chose par rapport à son maître Platon. Il disait vaut mieux la phronésis, vaut mieux la prudence, la modération, la températion, l'équilibre. Bon. Alors, c'est une posture plutôt conservatrice. Et aujourd'hui, il y a ça aussi. Il y a le retour en force du conservatisme en disant oups, peut-être qu'on est allé trop loin dans cette volonté de transformer, changer le monde, là, soyons conservateurs. Et ça, à mon avis, c'est pas une bonne. Le roman dystopique, ici, j'aurais position un peu critique par rapport à ça, en disant j'espère que ça ne débouche pas sur une réflexion conservatrice, mais au contraire que ça devrait interroger les fondements de la démocratie, c'est-à-dire comment permettre l'épanouissement des individus, du collectif, le déploiement de cette puissance d'agir et de vivre, mais sans tomber dans l'absolu, l'illimité, la démesure. Hein, comment se contenir dans tout ça, d'équilibrer, de mettre en place un régime qui permet un épanouissement optimal, en fait, mais sans que ça se fasse contre l'environnement, sans la destruction de l'environnement, des êtres humains, de la culture. Et donc ça, c'est certain que George Orwell, c'est quelqu'un c'est un progressiste. Et Ruffin, Globalia, que j'ai lu, j'ai connu l'essayiste avant de connaître le romancier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a travaillé pour Médecins sans frontières. C'est un roman, c'est une dystopie post-guerre froide. Hein, donc, il s'inquiète des relations nord-sud en disant c'est tout à fait actuel, c'est-à-dire aujourd'hui, les immigrants, son essai s'appelait L'Empire et les nouveaux barbares. Puis les nouveaux barbares, c'est les gens du Sud qui veulent venir ici. Puis là, on disait, nous, on va être dans un dilemme, est-ce qu'on va ériger des murs pour empêcher les migrants de rentrer, là, comme le lime romain qui empêchait les barbares d'entrer dans la civilisation? Est-ce qu'on s'en va vers un monde sectionné, coupé en deux, des hommes en trop, qu'on abandonne à leur sort, aux catastrophes climatiques, tout ça, et une civilisation sous contrôle total, dans un idéal perverti de la démocratie? C'est cet imaginaire-là il y a une réflexion théorique. Ce sont des théoriciens, ce sont des gens souvent d'action politique, comme Orwell qui est allé se battre pendant la guerre civile espagnole. Mais donc, en même temps, c'est ça, cette mise en garde contre, c'est une mise en garde contre la possibilité d'une perversion de la démocratie, mais il ne faudrait pas comprendre ça comme une mise en garde contre l'idéal démocratique. J'essaie de trouver toujours une question qui vienne un petit peu, qui fasse parler un peu mes quatre panélistes. Ce qui est frappant, puis j'ai essayé de partir de ce que tu viens de dire, ce qui est frappant dans la plupart des dystopies que vous avez pu lire ou qu'on a lu pour vous, d'ailleurs, Globalia commence comme ça, c'est dès le départ, on a un couple, retenez bien le mot couple, donc amoureux, en tout cas, qui essaye de l'être, et qui déjà, tout de suite en partant, cherche à fuir. C'est un monde, d'ailleurs, où on peut faire des randonnées en montagne, mais sous verre, ce qui est d'ailleurs assez frappant quand tu disais le contact avec la nature. Et dès le départ, donc, elle cherche à fuir un monde qui est parfaitement, qui est censé être extrêmement confortable, extrêmement bien conçu, ordonné, contrôlé. Donc, j'aimerais vous entendre parler un peu, puis tu parlais de l'empathie aussi, parce que c'est ça aussi la littérature, c'est nous rendre empathiques. Et ce qui est frappant, donc, je reviens à ma question, ce qui est frappant, c'est comment, dans presque toutes, j'imagine qu'il n'y a même pas moyen de faire autrement, presque toutes ces dystopies-là, il y a toujours un individu, un couple, donc un déviant,
appelez-le comme on veut, hein, donc un déviant, un résistant, un rebelle, un littéraire, ou quelqu'un qui découvre la littérature, qui découvre l'art, qui lit du Shakespeare, comme dans le cas de John le Sauvage dans Le Meilleur des mondes. Qu'est-ce qui fait que, c'est intéressant parce que c'est comme si tout d'un coup, face aux politiques qui a pris donc le pouvoir, est-ce que l'être humain, individuellement, n'est pas en train de prendre du pouvoir sur sa vie? Mais il n'y a pas de construction de quoi que ce soit. Il n'y a pas la prétention de vouloir faire société. Il fait juste se donner du pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez avoir à dire là-dessus. C'est comment, justement, on est dans une tension. Il y a le politique a été monopolisé et tout d'un coup, il y a des individus qui se positionnent ou en tout cas qui cherchent à briser ça. C'est pas une vraie question. Ben, mais... Moi, juste un petit commentaire, je ne vais laisser la parole aux autres aussi, mais ce qui me frappe dans les romans ici, c'est, tu parlais de la famille, et le monde dystopique, c'est un monde, on peut dire, qui détruit la famille. Et la famille est conçue comme le problème de base de l'humanité. À cause du conflit, justement, ça peut générer des rivalités, l'égoïsme, tout ça. Donc, on sent. Et chez Platon, on trouve ça aussi, cette idée que la famille, c'est un problème, c'est-à-dire les gardiens de la cité, c'est le communisme complet, c'est-à-dire égalitariste. Il ne faut pas qu'il y ait de famille. Puis on trouve ça dans les romans dystopiques. Un film aussi, on n'a pas parlé encore, de Matrix, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais donc on conçoit dans le meilleur des mondes les êtres humains en éprouvette, il ne doit pas y avoir de famille, et dans Matrix aussi, alors un peu globalé aussi, on essaie d'anesthésier, au fond, de détruire, au fond, transformer la nature humaine qui est imparfaite, qui nous rend égoïstes, etc., parce que on est attaché, pas l'empathie, mais on a nos proches, on prétend nos proches aux autres, et donc comment ça pose le problème de la liberté, comment vivre ensemble de façon stable, cohérente, et donc se débarrasser de ces rivalités, du conflit, et la famille, c'est bien sûr un problème au cœur de ce... Ou même le couple. Même le couple devient aussi dissident, parce que s'aimer, développer des liens... C'est ça. Donc, on veut fabriquer des individus atomisés. Mais c'est l'individualisme au maximum, mais en même temps, on l'arrache à sa condition humaine, à la famille, tout ça. Et donc, c'est pour ça que dans les romans dystopiques, on produit des êtres humains en série, là, dans les éprouvettes ou dans les... de Matrix. C'est une plantation d'êtres humains qui sont branchés sur le système, et le corps et l'esprit sont séparés. Dans Matrix, on trouve aussi cette allégorie de la caverne de Platon. On a beaucoup mentionné les qualités esthétiques du film, là, les combats, mais c'est un film qui est philosophique à la base. C'est une reprise de l'allégorie de la caverne de Platon, mais inversée. On va jusqu'au bout de la logique, le corps et l'esprit séparés, et on vit que dans le monde virtuel. On vient au monde dans un programme informatique, et on peut même en mourir dans ce programme. La Matrix peut vous tuer. Et donc, la réalité n'existe plus, la réalité corporelle, terrestre, qui est dévastée, n'existe plus. L'illusion devient réalité. Alors ça, je trouve ça très intéressant comme réflexion dystopique. Ben, la réflexion sur l'amour, le couple est très présente, évidemment, dans 1984. La rencontre de Julia, donc, qui représente finalement la tentative... c'est l'esprit de contestation du régime, quoiqu'il y a des petits bémols, là, j'y arriverai. Mais pour ceux qui ont lu 1984, le ministère le plus terrifiant est le ministère de l'amour. Hein, parce qu'on sait que c'est l'inverse de ce qui est nommé qui est réellement signifié. Il y a le ministère de la liberté qui ne semble pas signifier une grande émancipation humaine. Ben, même chose pour le ministère de l'amour. Ce qui est signifié, je pense, par le personnage de Julia est particulièrement important ou intéressant dans 1984. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Julia est décrite comme celle qui souvent est prête à accepter le mythe officiel du parti. Simplement parce que la différence entre la vérité et le mensonge ne lui semble pas importante. C'est ce qu'il dit dans 1984. Je pense qu'il y a là quand même quelque chose d'intéressant, parce que si le couple représente souvent l'unité qui permet de contester ce monde dystopique-là, l'amour représente l'espèce d'échappatoire, mais en même temps, le personnage de Julia est indifférente à la vérité.
Puis il y a là, pour moi, quelque chose d'assez significatif. Pourtant, Orwell, à d'autres moments, en 1984, va dire la liberté, c'est la liberté de dire 2 plus 2 font 5, non pas 5, mais 4, justement, précisément parce que le régime tend à faire croire que 2 plus 2 égale 5. J'amènerais ça vers une autre réflexion parce que j'avais mentionné que je parlerais brièvement de la vérité. J'en ai peu parlé sinon pour le vécu d'Orwell, mais il y a quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de post-vérité. Certains de mes étudiants en ont entendu parler en classe, mais la notion de post-vérité a été désignée en 2016 par le dictionnaire Oxford comme le mot de l'année de 2016. La notion de post-vérité. La post-vérité, selon le dictionnaire Oxford, réfère à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs, la vérité, ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Je pense qu'on vit dans un monde où nécessairement, si ce mot-là émerge dans le langage, c'est qu'il y a quelque chose comme un monde où la vérité importe peu. Je pense que Donald Trump nous laisse croire à certains moments que la vérité a peu d'importance. La fameuse notion de fait alternatif qui a été amenée la première fois par Kellyanne Conway, qui, lors d'une conférence de presse où elle devait défendre le président qui disait qu'il y avait plus de monde à son... Il dit souvent, il y a un plus gros bouton que Kim Jong-un et il y avait plus de monde à son investiture qu'à celle de Barack Obama, alors que les preuves sont là, les preuves factuelles existent, les photos montrent qu'il y avait une plus forte présence, une plus forte influence à l'investiture de Barack Obama. Donc, il y a cette espèce de leurre autour de la vérité. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu le documentaire sur les Flat Earthers sur Netflix, ceux qui croient que la Terre est plate. Je vais vous donner des statistiques, peut-être ça va vous troubler un petit peu. Les milléniaux sont très portés apparemment à croire que la Terre est plate. C'est plate, c'est le cas de le dire. Alors que 2% des gens croient que la Terre est plate, 4% des milléniaux, eux, croient que la Terre est plate. 16%, statistique intéressante, 16% des 18-24 sont indécis. Donc, on est dans ce monde d'indécision. La Terre est-elle plate? C'est pas clair. Ce qui est très drôle, c'est que... Levez la main, ceux qui... Ouais, non, j'oserais pas faire ça. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'Orwell a écrit des essais, pas seulement de la littérature, pas seulement de la littérature dystopique. Il a écrit un essai en 1946 qui s'appelle « Comment prouver que la Terre est ronde ». Et c'est assez intéressant puisqu'il sort une série d'arguments, il imagine un dialogue avec quelqu'un qui croirait que la Terre est plate, ce qui apparemment était moins fréquent à l'époque qu'en 2019, et finit par dire « Ultimement, je me rabats sur l'opinion des experts ». Ultimement, la dernière carte que je peux sortir, c'est celle des experts qui ont la conviction scientifique que la Terre est ronde, qui peuvent l'observer. Mais il dit, moi-même, je ne peux pas l'observer, je ne peux que référer à ces experts-là. Et il en vient, on est en 1946, il est en train de créer la substance, finalement, de son propos, dans 1984, et il en vient, finalement, à conclure que l'autorité détermine la vérité. Il y a toujours un rapport au pouvoir. Le pouvoir va instiller ce qui représente le vrai ou le faux. Il va jouer en fait, il le dit très clairement dans 1984, la vérité et le passé, par exemple, n'existent que par la conscience. Il n'y a aucune matérialité des faits passés. Les faits existent dans le souvenir de ces faits-là. Il y a une construction imaginaire qui accompagne le rapport au passé. Et donc, si c'est une construction imaginaire, le pouvoir peut s'insérer dans les esprits et faire croire, reconstruire le passé autrement. De là, la fameuse formule, celui qui contrôle le passé contrôle le présent, qui contrôle le présent contrôle le futur. Et donc, le contrôle, c'est le contrôle du récit, finalement. Et c'est ce qu'il y a de plus terrifiant en 1984, à mon sens, et c'est ce qu'on peut voir à l'œuvre d'une certaine manière, d'une manière oblique peut-être, mais on le voit à l'œuvre dans le monde dans lequel on vit présentement, à mon sens. J'ai un peu dévié. Mais peut-être juste... revenir sur ton intervention, Frédéric, il y avait le couple, mais tu parlais aussi du dissident. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce personnage dissident dans les œuvres dystopiques? Ben, évidemment, à partir du moment où on considère que la dystopie est liée au totalitarisme et que ce totalitarisme-là, dans son appellation même, est une espèce d'envahissement de l'individu, de l'individu par les institutions qui contrôlent notamment la vérité, entre autres. Je pense que
ce personnage dissident-là, c'est celui qui a toujours cette espèce de petite flamme d'humanité en lui. Et l'empathie qu'on peut développer avec lui. Et l'empathie, oui, qu'on a envers lui. Et la marque, j'imagine, d'une espèce d'optimiste, malgré tout, des auteurs qui sont à l'origine de ces dystopies. Parce que, évidemment, c'est ça qui est en cause. C'est dans ces dystopies-là, je me répète, il est souvent, pas souvent, mais il est essentiellement question d'une déshumanisation. Tu disais que ça passait par le fait de renier l'individualité, mais en fait, ça peut même être, tu l'as dit aussi, je pense, ça peut même être le contraire, c'est exacerber l'individualité, comme on fait maintenant, par exemple, grâce aux médias sociaux, entre autres. C'est aussi une façon de noyer ou d'inscrire les individus dans cette espèce de société liquide dont les sociologues, je pense, c'est-à-dire ces gens qui n'ont plus d'ombre parce qu'ils sont dans une société où il n'y a plus de réponse à leur présence, choses comme ça. D'où l'idée, donc, si tu voulais juste afficher ça. Hein? Oui, si tu voulais juste afficher ça. Oui. Cette idée que, puis je voulais y revenir, là, faire le lien avec la littérature. Il y a un de mes auteurs préférés, Kurt Vonnegut, qui se décrivait lui-même comme un pessimiste de bonne humeur. Dans un de ses romans qui est très connu, qui s'appelle Le berceau du chat, et un des personnages dit qu'il songe à déclencher une grève générale de tous les écrivains jusqu'à ce que l'humanité redevienne raisonnable. Hein. Ça suppose donc que l'humanité mérite une punition et que cette punition-là, ce serait l'absence de littérature. Bon, donc, on rejoint le propos de Bradbury dans Fahrenheit 451. Et la suite, il dit « Les humains en mourraient comme des chiens enragés, la bave aux lèvres, en montrant les dents et en se mordant la queue. » C'est clairement une déshumanisation à laquelle on assiste. Cette espèce de perte d'empathie pour les autres, où les gens se cannibaliseraient les uns les autres, au plan figuré. Et bref, le dissident, je pense que c'est l'espoir qui est encore présent malgré tout et qui manifeste l'avertissement que transporte ou que véhicule ces dystopies-là. Et moi, j'en profiterais peut-être pour revenir sur la question de départ que tu avais posée. Pourquoi aujourd'hui plus de dystopie que d'utopie? Pourquoi peut-être avant il y avait plus d'utopie? Je ne sais pas. C'est ça la première question. Mais peut-être qu'une des réponses qu'on pourrait apporter à ça, c'est que la dystopie, justement, permet de mettre en scène un des éléments importants de la fiction, à savoir ce personnage unique qui... si je ressors encore mes théories littéraires, qui, selon le schéma actentiel, a un projet, a un objectif, donc un personnage individualisé, qui a une quête et qui doit s'opposer, qui va avoir des gens qui vont l'aider. Donc, peut-être que la dystopie permet, en fait, de manière assez fascinante, à vous écouter parler, de mettre en scène, justement, ce personnage en quête de... Et ce qui est étonnant, peut-être, parce qu'il va falloir aussi conclure bientôt, c'est que dans la dystopie, alors que la dystopie a l'air de montrer un monde cauchemardesque, mais ce personnage-là n'a pas la volonté de créer un monde cauchemardesque, mais a bien la volonté de faire de son monde quelque chose de meilleur. Donc, en bout de ligne, la dystopie... étrangement, hein, c'est un peu peut-être étonnant, on arrive à justement être porteuse, comme tu viens de le dire, d'espoir, ou en tout cas d'un regard non pas pessimiste, mais bien, ou en tout cas optimiste. Et tantôt, quand tu as posé cette question-là, donc pourquoi la dystopie aujourd'hui, je me suis dit, on a plein de jeunes devant nous, pas que je sois si vieille que ça, mais quand même, vous êtes plus jeune que moi, puis je serais curieuse, justement, dans 20 ans, ce que vous allez avoir écrit, est-ce que ça va être plus des dystopies ou des utopies? Donc, comment
comment vous envisagez ce rapport-là au monde meilleur, au monde idéal, comment on peut le créer. Je ne sais pas, si j'avais été dans ma classe, c'est une question que je vous aurais posée assurément, parce que je pense que c'est un des enjeux importants de notre monde aujourd'hui. Donc, imaginez l'avenir dans ce monde incertain dans lequel on vit. Peut-être que justement les dystopies nous permettent de l'imaginer, et pas pour le pire, mais peut-être pour le meilleur. Je dirais ça comme ça. Je vais être obligé de conclure, malheureusement. Il est 2h moins 2, je pense. Paradoxalement, dans le cadre d'un printemps de la culture qui portait sur la liberté de parole, on ne l'aura pas donné. Mais en tout cas, je ne vous l'ai pas posé, vous ne l'avez pas prise. Malheureusement, c'est trop tard pour pouvoir poser des questions. Si ça vous intéressait de continuer le débat, nous sommes ici toujours aussi passionnés et prêts à répondre à d'autres questions. Officiellement, malheureusement, la table ronde, ça se termine ici. Mais si vous avez des questions que vous auriez voulu poser ou vous voulez continuer la discussion avec nous, on est ici, on ne bouge pas. Donc sinon, merci beaucoup de votre attention et bon après-midi.